Jusqu'à encore récemment, il y avait très peu de femmes sur la scène rock. Quand on était adolescente et qu'on allait à nos premiers concerts, on ne peut pas vraiment dire qu'on se sentait les bienvenus. On doit changer la donne. Les femmes ne devraient pas éprouver la moindre insécurité lorsqu'elles vont voir un live. Nous n'avons plus à rester à l'arrière de la salle par peur de nous faire agresser ou harceler. Il faut encourager les filles à aller à des concerts de rock. Et c'est surtout important de créer un espace où elles se sentent en sécurité, mais aussi où elles peuvent s'amuser et être acceptées. J'ai envie de les voir devant la scène en train de pogoter. En fait, le plus important, c'est qu'elles s'éclatent. Voilà qui est bien envoyé. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax, 100% féminin et dédié aux rêves et aux aspirations des héroïnes de la culture pop. Hélène Allien, la papesse de la techno berlinoise, est l'une des rares DJ à être entrée dans la légende. Au fait, Hélène, c'était comment dans les années 1990 ? Les clubs techno étaient le point de ralliement entre la jeunesse de Berlin-Est et de Berlin-Ouest. Et là-bas, on avait l'impression que la frontière n'avait jamais existé. La vidéaste islandaise Augusta Ure remet en cause les idéaux traditionnels de la beauté. Pas mal de gens me disent que ce que je fais est dégoûtant, mais il y en a aussi qui trouvent ça beau. Pour moi, c'est un conflit intérieur un peu bizarre parce que je pense que mes vidéos sont chouettes. Mais avant de commencer, si on s'intéressait à l'égalité des genres dans l'industrie de la musique. Voilà, David génial. Pour aller de l'avant, il est grand temps de dégager tous ces vieux hommes blancs qui ont le pouvoir. Désolé. Enfin, pas désolé. Démissionnez, les mecs. Je vais prendre votre place. Et dans tous les cas, je ferai le boulot 5 fois mieux que vous. Les gens pensent toujours que je suis une artiste, une manageuse ou une assistante. Mais non, je suis ingénieur du son. Le sexisme est toujours actuel et c'est très pénible. Mais nous devons continuer d'en parler jusqu'à ce que ce ne soit plus un sujet. Aujourd'hui encore, les femmes sont toujours sous-représentées dans l'industrie de la musique. Le sexisme sévit aussi sur les dance floors. C'est pourquoi les Berlinoises Lucia Luciano et Gizem Adiyaman ont voulu faire bouger les lignes. Elles ont lancé leur propre soirée hip-hop, queer et féministe. Ce morceau est pour toutes les filles qui aiment bien danser toutes seules, sans se faire aborder par des inconnus. Les soirées hip-hop m'énervent parce qu'on y est constamment harcelé. Les mecs nous sollicitent sans relâche. Impossible d'être tranquille. Ce qui me dérange quand je sors, c'est qu'on entend trop peu de musique faite par des femmes. Et il est rare de voir une DJ derrière les platines. La sous-représentation des femmes dans l'industrie de la musique est un sujet plus que jamais d'actualité. Cette semaine, avec Trax, on passe en revue le milieu de la musique. Mais pourquoi est-il aussi sexiste ? Dans les soirées de ces deux DJ, existe la misogynie et la domination masculine. Ce n'est hélas pas le cas partout. Voici quelques faits. En Europe, moins de 20% des compositeurs-interprètes sont des femmes. Entre 2012 et 2018, parmi tous les artistes nommés aux Grammy Awards, 9 sur 10 étaient des hommes. En 2017, on ne comptait que 26% d'artistes féminines dans les programmations des grands festivals britanniques. Et en Allemagne, la situation n'est pas plus glorieuse. Lucia et Gizem forment le duo Homies. En 2018, elles étaient en charge d'une partie de la programmation du Splash, l'un des plus importants festivals de hip-hop en Allemagne. Sur les rares artistes féminines présentes à cette occasion, la moitié avait été programmée grâce à elles. Salwa Oumsi était de la partie. Salwa est journaliste musicale, DJ et animatrice radio. Depuis des années, elle s'engage pour qu'il y ait plus d'égalité dans le secteur de la musique.
Salut à tous et bienvenue dans mon émission. Je m'appelle Salwa Oumzi et je vous ai préparé 2 heures de bons sons. On va commencer avec le nouveau titre de Ebo. La rappeuse viennoise est de retour avec Feuerzeug, un morceau dédié à tout ce qui allume. Pourquoi c'est encore si difficile pour les femmes de se faire une place dans l'industrie de la musique? Un des gros problèmes de notre société, c'est que tous les postes importants sont occupés par des hommes. Très souvent d'ailleurs, ce sont des hommes blancs et âgés qui ont le pouvoir de décision. L'égalité des sexes est un sujet qui ne leur est pas du tout familier. Ils ne sont pas sensibilisés au fait que l'on peut travailler avec des femmes. Le racisme est structurel et le sexisme reste profondément ancré dans les mentalités. On voit très bien que les femmes sont sous-représentées dans la musique. Pourtant, l'envie de se lancer est bien là. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour elles. Mais alors, que ferais-tu pour résoudre ce problème? Nous avons besoin de plus de femmes qui ont confiance en elles et qui n'hésitent pas à prendre les choses en main. C'est un secteur qui évolue et qui n'a aucun intérêt à être dirigé par les mêmes hommes. Ils ne sont plus en phase avec leur époque et ne savent plus ce qui se fait actuellement. Bien sûr, on trouve des femmes à des postes haut placés, mais ces dernières ne font que reproduire le sexisme avec lequel elles ont vécu et n'hésitent pas à se comporter comme des hommes. Dans ce cas-là, es-tu favorable aux quotas? Oui, absolument. Mais ma position a évolué sur le sujet. Ce serait bien qu'à l'avenir, les quotas ne concernent pas seulement les femmes. On pourrait y inclure la communauté LGBTQ et les personnes racisées. Mais il faut bien commencer quelque part. Une parité entre hommes et femmes serait déjà un bon début. C'est justement ce désir d'égalité qui est à l'origine du projet Key Change, né il y a 3 ans. Pour valoriser la place des femmes dans la musique, ce programme international vise la parité dans la programmation de tous les festivals d'ici 2022. La ville danoise de Roskilde accueille chaque année l'un des plus grands festivals européens. Cet événement à but non lucratif a soutenu financièrement le programme Key Change, mais ne respecte pas pour autant la parité dans son line-up. Pourquoi? Nous avons posé la question à Anders Varen, responsable de la programmation. Je pense que nous arriverons à proposer une affiche paritaire sans qu'on nous impose des quotas. Médiatiquement, cela attirerait l'attention sur nous, mais les véritables problèmes resteraient ignorés. Souvent, les jeunes musiciennes tombent dans les pièges du système. Nous devons remédier à cette situation en faisant venir des artistes qui servent aussi d'exemple à suivre. Il y a quelques années encore, nous étions persuadés que les festivals ne pouvaient rien changer. Après tout, on n'est que le dernier maillon de la chaîne. Tout ce qui a un lien avec le processus décisionnaire se passe bien en amont. Entre-temps, nous avons compris que notre rôle était bien plus important que nous ne le pensions. En 2019, le célèbre Primavera Sound Festival de Barcelone fait preuve d'audace et propose une programmation 100% paritaire. Pourtant, que ce soit dans les autres festivals ou à la radio, les musiciennes sont sous-représentées. Pour en parler, nous avons rencontré dans son studio la musicienne, compositrice et productrice Albertine Sargues. Souvent, les artistes féminines ont tendance à ne pas se considérer à leur juste valeur. On entendra rarement une femme oser dire « L'année prochaine, je ne vais jouer que dans des salles de 2000 places ». Je trouve ça super important de voir des femmes qui font ce qu'elles ont envie de faire. Albertine Sargues est autant connue pour son travail avec l'artiste Cat Frankie que pour Ithaca, son projet Italo-Pop. Ou encore pour son groupe Albertine Sargues and the Sticky Fingers. En tant que musicienne, as-tu déjà été confrontée au sexisme? Un jour, j'étais en studio et l'ingénieur du son m'a vite fait comprendre que je n'étais qu'une productrice. Soudain, il est complètement parti en sucette.
Il m'a dit « Albertine, je sais comment tu dois faire. Il faut que tu murmures dans ton micro comme Beth Gibbons. Fais comme elle, sois fragile. C'est comme ça que tu m'auras. Là, je pourrais ressentir des choses. » Je lui ai répondu que ce n'était absolument pas ce que j'avais en tête. Et d'un coup, il me fait « Je vais devoir te briser. » Quoi? Je vais devoir te briser parce que tu n'as rien compris, alors que moi, oui. Tu me remercieras plus tard. Incroyable. J'ai trouvé ça fou. Forcément, je n'ai pas pu continuer avec lui. J'ai enregistré cette chanson chez moi, dans un endroit où je me sentais en sécurité, et où personne n'allait me dire de susurrer ou de murmurer de manière plus sexuelle. Avec cet ingénieur du son, les choses se seraient sûrement passées différemment. Salut! Bienvenue chez moi. Entrez. J'ai déménagé à Los Angeles en mars et voici mon appartement. Simone Torres est l'une des rares productrices dans l'industrie de la musique. Ces dernières années, parmi toutes les chansons présentes dans les charts américains, seuls 2,6% sont l'œuvre d'une femme. Et Simone est l'une d'entre elles. Chaque fois que je travaille avec une nouvelle artiste, la réaction est la même. « Oh mon Dieu, je n'avais encore jamais collaboré avec une femme ingénieure du son ou avec une productrice. C'est trop cool. » Il y a automatiquement une sorte de connivence qui se crée quand une musicienne arrive à s'identifier à la personne qui est derrière la table de mixage. Simone Torres a collaboré avec de grands noms comme Sia, Dua Lipa, Usher ou encore Camila Cabello. En 2018, elle est nommée pour la première fois aux Grammy Awards pour son travail avec Cardi B sur le titre I Like It. Ce que je préfère dans mon métier, c'est que je suis là pour aider les musiciennes. Nous travaillons pour créer quelque chose dont elles seront vraiment fières. Mais cela n'est possible que dans une atmosphère sécurisée. Elles ne doivent pas avoir peur de faire des erreurs ou de sortir de leur zone de confort. C'est justement dans ce genre de situation qu'il se passe des moments magiques. Il est important qu'elles se sentent à l'aise pour se laisser aller à leur vulnérabilité. La création d'espaces positifs et la présence de modèles artistiques peuvent bouleverser les usages de l'industrie de la musique. Mais ce secteur a besoin de plus de femmes à la tête des grandes maisons de disques. Si la situation est encore rétrograde en Europe, elle est plus encourageante aux États-Unis. On peut citer Jody Gerson à la tête d'Universal Music, Sylvia Rhone, directrice générale d'Epic Records, ou encore Ethiopia Aptemariam, patronne de la Motown. Quant à Juliette Jones, elle fait partie des femmes les plus influentes dans l'industrie américaine de la musique. Bonjour mesdames. C'est en partie à elle que l'on doit les succès de Gucci Mane, Lil Uzi Vert, Kodak Black et Cardi B. On entend souvent qu'on fait moins de promotion pour les femmes musiciennes. D'un point de vue marketing, les femmes coûtent plus cher. On peut facilement atteindre des notes de plusieurs milliers de dollars. Elles doivent se maquiller, s'habiller, etc. Tout cela prend du temps, ce qui ralentit leur travail. Et souvent, les artistes femmes changent de tenue entre deux télés ou deux interviews. Comment valoriser les femmes dans ce secteur? Pour moi, il est très important de promouvoir les artistes féminines. Une de mes protégées s'appelle Natina Naimene. Elle est aujourd'hui directrice adjointe du label Def Jam. Je suis très fière d'elle. Et j'espère qu'à l'avenir, on continuera de valoriser ainsi les jeunes femmes. Il est important que nous ayons des échanges sincères entre nous. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que pour mettre les femmes sur le devant de la scène, l'engagement individuel est primordial. Mais le changement doit aussi être structurel. Nous en avons toutes marre de nous exprimer sans arrêt sur le sexisme juste parce que nous sommes des femmes. Nous voulons parler de ce qui nous tient vraiment à cœur, la musique. Mes collègues et moi, on a toujours critiqué le rôle des femmes dans l'industrie de la musique. La structure même de ce secteur est d'ailleurs problématique.
Mais plus les femmes s'engageront aux côtés des autres femmes, et plus cela fera avancer les discussions. Les hommes aussi doivent s'impliquer pour nous. Et plus on parlera des femmes qui font bien leur travail en tant que manageuses, productrices, artistes ou réalisatrices, mieux ce sera. Car je connais énormément de filles incroyables et talentueuses qui occupent ces postes avec brio. Hi there and welcome aboard the magnificent Love Vessel. We will be setting sail to an utopian paradise. Si la monotonie de la réalité et les paysages asphaltés vous tapent sur le système, le monde merveilleux de la vidéaste islandaise Ágústa Ure est fait pour vous. Ma principale préoccupation est d'ouvrir les yeux à ceux qui regardent mes vidéos. J'ai envie de leur montrer qu'il existe d'autres univers que ceux qu'ils connaissent. Mais parfois, ils sont trop bornés et rigides sur la manière dont il faut mener sa vie. Moi, j'ai toujours vécu dans mon monde et je veux en créer de nouveaux pour les autres. Pas mal de gens me disent que ce que je fais est dégoûtant, mais il y en a aussi qui trouvent ça beau. Pour moi, c'est un conflit intérieur un peu bizarre parce que je pense que mes vidéos sont chouettes. Et je ne vois rien de grotesque là-dedans. Franchement, une Barbie sous LSD, c'est pas mal, non? Ce trip sous acide a en tout cas séduit les Britanniques de The 1975, pour qui elle a réalisé le clip de Ben Because She Goes. Ágústa a grandi dans une famille de photographes entre Miami et l'Islande. Dès son plus jeune âge, elle est imprégnée par une certaine conception de l'art et de la beauté. Enfant, on l'a rapidement mise au régime. Aujourd'hui, elle utilise son énergie pour s'émanciper et est devenue l'icône de son propre monde surréaliste. Tout s'est fait très naturellement. J'ai commencé à m'amuser avec la 3D et à me modéliser. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais. C'était une nouvelle manière de me présenter aux autres. Sur les réseaux sociaux, on ne voit pas beaucoup d'avatars qui sont gros, à part peut-être quelqu'un qui serait en train de fondre sur une pizza. C'est une forme de représentation qui n'est ni glamour ni mignonne. Mais moi, c'était ce que je voulais faire. Quand j'ai commencé la photo, je ne faisais que copier ma tante, Anna Palma. Elle photographie surtout des enfants avec une très belle lumière, mais tout ça avait un côté un peu effrayant. Elle m'a beaucoup inspirée et je me suis mise à prendre des photos de mes amis et de mes cousins. Quand j'ai apporté mon travail à l'école, mon prof m'a dit « Si tu te pointes la semaine prochaine avec des photos de gamins, ce ne sera plus la peine de revenir. » Ça a été un tournant créatif pour moi, parce que j'ai dû trouver ma propre voie. Avec le temps, j'ai changé et j'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert d'autres modes de vie. Et plus j'apprenais à connaître le monde qui m'entourait, plus mon travail devenait déjanté. Dans une société obnubilée par la perfection, Ágústa a opté pour des techniques audacieuses, la numérisation 3D et l'animation. Elle retouche elle-même ses œuvres grâce à un logiciel de création de jeux vidéo. Un travail fastidieux où les imperfections font partie du processus.
J'adore les défauts qu'on obtient avec la numérisation 3D. Ça rend mes personnages plus humains et authentiques. Augusta est aussi très demandée dans le milieu de la mode. Elle a notamment utilisé la 3D pour présenter de nouvelles collections de vêtements. Les avatars de personnes réelles ne me dérangent pas. Mais j'ai toujours l'impression qu'il manque un élément humain au résultat final. C'est pourquoi j'ai choisi la 3D, car ce que je fais n'est jamais parfait, tout comme personne n'est parfait. Bien sûr, je pourrais embellir mes créations pour atteindre la perfection, mais ça ne m'intéresse pas. J'aime bien qu'il reste une protubérance sur les épaules ou sur la tête de mes personnages. Ça ajoute de la bizarrerie au rendu. Souvent, leurs mains ressemblent à des pinces de homard et je trouve ça drôle. On a l'impression qu'avec mes vidéos, un nouveau monde est à portée de main. La vidéaste utilise son univers onirique pour contester la notion de bon goût. Tout le monde parle de bon goût, mais c'est quoi au juste le bon goût ? Seul l'art est capable de changer le monde, de le rendre meilleur et même de le sauver. Par conséquent, cela place les artistes au même rang que des super-héroïnes. Elles devraient avoir un pouvoir surnaturel pour partager leur amour. Il faudrait qu'elles mettent leur énergie positive au service de l'art pour sauver la planète. Tous les héros de mon enfance étaient des hommes. Parfois, je me sens un peu coupable. Est-ce que ça veut dire que je suis profondément misogyne ? Mais on peut aussi faire preuve de nuance et envisager les choses d'une autre manière. Je peux très bien être féministe et apprécier la masculinité. J'adore par exemple les chevaliers du Moyen-Âge. La violence est-elle ancrée en moi ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que je glorifie cette violence ? J'essaie de prendre en compte tous ces paradoxes et de les analyser dans leur complexité pour en faire quelque chose de bien. J'ai commencé par mixer à la maison, avec des cassettes. J'adorais ça. C'était un peu comme si je faisais de la musique. On mixe des sons, des mélodies, des lignes de basse, et on peut créer quelque chose de complètement nouveau. Voilà comment j'ai fait mes débuts derrière les platines et que je suis devenue DJ. La suite appartient à l'histoire. Depuis 3 décennies, Hélène Allien célèbre la techno sur les dance floors du monde entier. De Paris à Tokyo, dans des clubs underground ou dans de gigantesques rave parties. DJ, productrice et patronne de label, la Berlinoise fait partie des figures incontournables de la scène techno. L'histoire de la capitale allemande et de ses clubs est liée à celle d'Hélène Allien. Mais son destin était loin d'être tracé à l'avance. Au départ, la techno ne m'intéressait pas vraiment. Ça allait trop vite pour moi. Je fréquentais surtout les clubs hip-hop, mais en tant que femme, je m'y sentais pas à l'aise. Les hommes me harcelaient toujours un peu. Et puis, je suis allée à mes premières soirées techno et j'ai eu de super conversations. Je pouvais fréquenter des hommes sans que ce soit bizarre. J'avais enfin rencontré des gens qui fonctionnaient comme moi. Petit à petit, j'ai appris à bouger mon corps sur la techno. J'ai toujours été très physique. Quand j'étais jeune, j'ai suivi des cours de danse. J'ai aussi étudié l'art et l'acrobatie. La techno m'a permis de ressentir mon corps de manière plus intense, de m'exprimer grâce à la danse, de transpirer et de trouver les bons mouvements. Elle ouvre un espace de liberté où on peut réellement se laisser aller, sans penser au lendemain. Après la chute du mur,
la techno de Détroit traverse l'Atlantique et s'impose rapidement comme la bande-son des années 1990 dans la capitale réunifiée. Des clubs provisoires naissent dans l'ancien No Man's Land, au milieu des usines désaffectées. Berlin se forge alors la solide réputation de capitale de la techno. Hélène Allien est là dès le départ et débute sa carrière dans des clubs mythiques comme le Trésor. Les clubs techno étaient le point de ralliement entre la jeunesse de Berlin-Est et de Berlin-Ouest. Pour la première fois, on avait l'impression qu'on avait grandi ensemble et que la frontière n'avait jamais existé. C'était comme si on vivait dans une ville nouvelle. Il existait un réel sentiment d'unité. Et c'est cette force qui m'attirait dans les clubs. Voilà pourquoi je pense que la techno n'a rien d'une mode, c'est avant tout un art de vivre. La chute du mur nous a donné l'opportunité de trouver de nouveaux espaces et de les occuper comme on en avait envie. Forcément, ma musique est très imprégnée par les premiers lieux où j'ai commencé à mixer. On peut dire qu'elle a un côté très industriel. Il y a aussi quelque chose de brut, que j'essaie de combiner avec des émotions. Je mélange des beats rugueux à la mélancolie avec laquelle j'ai grandi à Berlin-Ouest, avant la réunification. La mélancolie, c'est regarder vers la lumière, alors que sur le moment, on est dans l'obscurité. En 2001, la Berlinoise sort son premier album sur son label Pitch Control. Le disque, intitulé Stadtkind, enfant de la ville, est un hommage à sa ville natale. Dans un univers dominé par les hommes, elle fait dès le départ figure d'exception. Je fais partie de cette scène et de ce mouvement. En tant que femme, on peut même dire que je suis une pionnière. Dans ma vie, je suis passée par plusieurs étapes, mais je suis toujours là. J'espère que ça donnera du courage à beaucoup d'autres femmes. Quand j'ai commencé dans les années 1990, je m'intéressais aux mêmes choses que les garçons. Ça m'a appris à interagir avec les hommes et à m'impliquer activement dans le milieu. Au début, c'était difficile, mais j'étais tellement passionnée que ça m'était égal. Je me suis jamais sentie oppressée ou agressée. Mon moteur, c'était la musique. Hélène Allien est plus prolifique que jamais. Elle vient de sortir Aura, son 3e album studio en seulement 3 ans. Elle confirme ainsi sa réputation de productrice la plus dynamique du milieu techno. Mais malgré ce pic de créativité, ses innombrables remixes et son travail à la tête de Pitch Control, le contact avec son public lui manque plus que tout. J'adore passer du temps à trouver la musique que je vais jouer et à développer mes futurs sets. Parfois ça fonctionne tout de suite et parfois je suis obligée de changer pas mal de choses parce que le public ne réagit pas. En tout cas, ça me stimule beaucoup. L'essentiel, c'est d'hypnotiser tous ceux qui sont face à moi. C'est ça le but du jeu. Que tous ensemble, nous ne fassions plus qu'un. Que les gens arrêtent de me prendre en photo et que je sois plus au centre de l'attention. La foule doit s'interpénétrer et atteindre une sorte d'unité. 30 ans après la chute du mur, la techno reste plus que jamais le son de la capitale allemande. Et Hélène Allien n'a pas dit son dernier mot. À l'heure où la gentrification galopante et la pandémie de coronavirus menacent les clubs, la pionnière de la techno berlinoise reste optimiste.
La culture techno est célébrée dans le monde entier. Et Berlin en est la capitale. Aussi longtemps que des clubs passeront cette musique, la techno restera importante pour la ville. Et il faut que ça dure parce qu'elle fait partie intégrante de notre culture. On ne peut pas la rayer de notre histoire. On ne le pourra jamais. Ici, la techno existe, c'est tout. Trax, c'est quand tu veux et où tu veux sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, dos vide génial.